Bonjour à vous, bienvenue au Sénat. Bonjour, chers collègues, sénatrices et sénateurs. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux et nombreuses avec nous. Et je l'indique pour les journalistes, c'est rare que pour une mission d'information, quasiment l'ensemble des sénateurs et des sénatrices et accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la conférence de presse, les travaux. C'est pour vous le signe que le Sénat a été extrêmement investi sur cette mission d'information qui a beaucoup travaillé. Ces 3 mois, je le dis pour les journalistes, c'est 3 mois de travail intense avec un très grand nombre d'auditions, de visioconférences pour aboutir à un lourd rapport qui est à votre disposition là-bas sur la banque, et un certain nombre de documents plus synthétiques à votre disposition. Je vais arrêter là mon propos introductif pour passer très rapidement la parole à monsieur le rapporteur, Laurent Lafont, président de la Commission de la Culture du Sénat, et puis ensuite nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur le rapporteur, je vous cède la parole. Si ça vous ne dérange pas, je voulais enlever le masque. C'est pour ça que je me suis mis un peu de côté pour respecter. Bonjour à tous et merci à nos collègues. C'est vrai que c'est très agréable que vous ayez été impliqués autant dans cette mission et que vous soyez présents jusqu'à cette conférence des presses. Merci beaucoup. Et puis, alors je vais dire quelques mots et bien entendu on répondra ensuite à vos questions parce que j'imagine que vous en avez. C'est difficile d'être synthétique sur un rapport qui traite de l'ensemble de la vie étudiante et qui propose, vous le verrez à la fin, plus d'une cinquantaine de propositions. Je vais essayer néanmoins de l'être en m'arrêtant sur les principales propositions de ce rapport qui a été voté à l'unanimité hier en fin d'après-midi par les sénateurs et sénatrices membres de la mission. D'abord, étant à l'origine de la demande de cette mission au niveau du groupe centriste, j'aime à rappeler, parce que c'est important pour la compréhension, que en fait cette mission, je l'avais demandée il y a 2 ans, c'est-à-dire avant la crise du Covid. Et tout cela, si j'insiste là-dessus, c'est pour dire que avant même le Covid, on savait qu'il y avait des éléments de fragilité dans l'organisation autour des étudiants et qu'il y avait des phénomènes de précarisation qui touchaient un certain nombre d'étudiants. La crise du Covid a été, pour l'opinion publique, un révélateur de cette fragilité qui touche un certain nombre d'étudiants et, bien entendu, un amplificateur des difficultés rencontrées par ces étudiants. Quelques propos introductifs avant d'aller dans les propositions. Quand on cherche à comprendre pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui il y a une crise sur l'accompagnement des étudiants, il y a certainement un élément important à rappeler, à savoir que ce qui a conduit et guidé les politiques publiques en matière d'enseignement supérieur ces dernières années, ça a été d'abord et avant tout l'accueil d'un nombre croissant d'étudiants dans des différents établissements et singulièrement dans les universités où on sait, parce que la démographie étudiante faisait qu'il fallait accueillir, selon les années, entre 20 000 et 30 000, voire plus, étudiants chaque année. La priorité des priorités a été de pousser les murs, d'accroître le nombre de places disponibles dans chacune des filières, en tout cas les plus demandées, de faire en sorte que chacun puisse être inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet effort quantitatif s'est très probablement traduit par une diminution de la qualité de l'accueil et de la qualité des politiques d'accompagnement. Et aujourd'hui, finalement, on en paye le prix, à savoir que ce qui a été fait pour accroître le nombre d'étudiants s'est fait au détriment d'un accueil qualitatif et d'un accompagnement plus individuel des étudiants. Cette forme en fait de massification de l'enseignement supérieur maintenant nécessite d'être rééquilibrée par quelque chose qui s'accompagnera beaucoup plus, et c'est l'objectif général derrière l'ensemble de nos propositions, qui s'apparente beaucoup plus à un accompagnement individualisé et personnalisé, en tout cas pour les étudiants qui en ont besoin,
parce que pour nous, et je terminerai, enfin non pas tout à fait, mais j'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement important. Je crois que là aussi, dans la nécessité de rééquilibrer certaines politiques, il est important de dire qu'il n'y a pas de réussite académique. Un étudiant, quel que soit l'étudiant, ne réussit pas ses études, quelles que soient les études, s'il n'y a pas autour de lui un environnement qui lui facilite les études. Dès lors que vous avez un problème de revenus, un problème de logement, un problème d'alimentation, voire un problème de santé, évidemment, vous n'êtes pas placé dans de bonnes conditions pour réussir vos études. Cette vérité, parce que c'est une vérité que nous avons tous à l'esprit, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'elle ait été si présente ces dernières années dans la définition des politiques en matière d'enseignement supérieur. Dernière remarque, et après je rentrerai plus dans le détail des propositions. Une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, comme toute personne qui s'intéresse à l'enseignement supérieur, c'est d'avoir des données précises. Ne serait-ce, mais c'est évidemment extrêmement important quand on travaille sur ce sujet, d'essayer de définir quels sont les étudiants en difficulté. On voit bien qu'on a une difficulté à identifier précisément. Il y a deux types de populations étudiantes qui apparaissent clairement et qui sont apparues clairement pendant la crise comme étant les plus touchés. C'est les ultramarins et les étudiants internationaux. Mais une fois qu'on a bien identifié ces deux catégories d'étudiants, il y en a d'autres. Et les autres, c'est beaucoup plus complexe à identifier. J'y reviendrai notamment à travers des propositions que nous avons essayé de formuler. Je vais aborder, en essayant d'être assez succinct, les propositions, mais pour vous dire que quand même, quand on regarde le panorama des politiques d'accompagnement des étudiants, on a un regard assez sévère sur un certain nombre d'actions qui sont menées et qui sont, encore une fois, insuffisantes pour permettre une réussite du plus grand nombre d'étudiants. Première idée, sans doute phare de notre rapport, c'est d'arriver à replacer ce que nous avons un peu oublié ces dernières années, à replacer l'organisation de l'enseignement supérieur en France dans une politique d'aménagement du territoire. À travers cela, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que quand vous regardez la carte universitaire, singulièrement universitaire, elle est très concentrée autour de grands pôles universitaires qui ont connu une forte croissance ces dernières années et qui se fait d'une certaine manière au détriment de pôles d'universités de taille, on va dire, familiale ou humaine, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mieux répartis sur l'ensemble du territoire et qui permet une relation de proximité sur des campus à taille humaine sur l'ensemble du territoire national et principalement dans des villes de taille moyenne. Il nous semble que cette réflexion sur le lien entre aménagement du territoire et organisation du tissu universitaire, elle a été un peu oubliée et pourtant elle présente plein d'avantages. Avantages pour les étudiants eux-mêmes. Nous traitons ici des conditions de réussite de la vie étudiante, c'est-à-dire des questions de logement, des questions de santé, des questions de revenus, des questions de vie sociale, vie culturelle, vie sportive. Et évidemment, on sait que quand on est sur des campus de taille moyenne, ce type de politique peut être plus facilement appréhendé et un accompagnement plus individualisé peut être davantage appréhendé que sur des grandes universités. Et évidemment, cette organisation décentralisée présente un autre avantage, et on l'a bien senti à travers un certain nombre d'auditions que nous avons réalisées, et puis à travers la connaissance que chacun des sénateurs membres de la mission a. Il y a aussi une aspiration de la part d'un certain nombre de collectivités d'accueillir sur leur territoire des établissements d'enseignement supérieur et d'être un véritable partenaire de ces établissements d'enseignement supérieur. Nous avons été très impressionnés, favorablement impressionnés, pendant l'émission par deux sites existants, celui de La Rochelle et l'université Champollion à Cahors, Albi, qui, du point de vue de l'accompagnement de l'étudiant, présente des réussites vraiment très intéressantes. Donc c'est pour nous un axe majeur de rappeler, d'affirmer cette nécessité de travailler sur des universités de taille humaine, et notamment en s'appuyant, j'allais oublier de le dire, mais c'est extrêmement important,
sur l'organisation du cursus étudiant, qui est, comme chacun le sait, marqué par les 3 cycles, premier, deuxième cycle et éventuellement troisième cycle. Et on peut très bien imaginer assez facilement que le premier cycle soit fait justement dans ces établissements à taille humaine. Alors, on formule un certain nombre de propositions pour y revenir à travers vos questions là-dessus. Deuxième grand sujet que nous avons abordé, la question des revenus étudiants. Évidemment, on ne peut pas parler de conditions de vie étudiante sans se poser la question du revenu étudiant. Je voudrais juste mettre 2 faits en parallèle. Peut-être que le raccourci est rapide, mais quoique les images vues ces derniers mois montrent que ce n'est pas simplement une simplification de dire ça. L'État consacre chaque année 5,4 milliards d'euros à destination des politiques d'aide aux étudiants. Est-ce assez, est-ce pas assez? Pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, c'est un niveau quand même très significatif. Et parallèlement, vous avez des étudiants qui sont obligés d'aller dans les restos du cœur pour pouvoir se nourrir. Donc évidemment, la concomitance de ces 2 réalités ne peut que nous interroger sur l'efficacité d'un certain nombre de dispositifs d'aide existants, d'aide financiers existants. On pense en particulier à la question des bourses sur les critères sociaux, qui représentent 3,8 milliards chaque année. On formule un certain nombre de propositions en la matière. Il nous semble qu'une révision assez générale de ces systèmes de bourse doit être envisagée, notamment pour à la fois mieux les répartir et mieux identifier les étudiants en difficulté financière. Je voudrais juste m'arrêter sur 2 points là-dessus. D'abord, quand vous regardez la grille de lecture des bourses, elle est caractérisée par un grand nombre de seuils, et on sait que dans ce type d'organisation, vous avez des effets de seuil extrêmement marquants, c'est-à-dire vous passez d'une catégorie à l'autre avec l'impact extrêmement fort que ça peut avoir sur le dispositif d'aide pour des augmentations de revenus qui souvent ne sont pas corrélées. Ça, c'est la première remarque, et qui défavorise les étudiants issus des classes moyennes. Et deuxième remarque, nous avons mis en avant, et je le dis en faisant le porte-parole, mais il y reviendra, du président, parce qu'il insiste beaucoup là-dessus, sur la notion de reste à charge. Une des préoccupations de la mission a été, je disais tout à l'heure, d'identifier les étudiants dans le besoin. Quels sont ceux qui sont le plus dans la difficulté? Nous avons mis en avant cette idée de calculer un reste à charge, c'est-à-dire quand vous prenez les revenus, les ressources de l'étudiant et puis les principales dépenses, en particulier le logement, parce qu'on sait que c'est un des éléments, selon la localisation des lieux d'études, des lieux de résidence, qui peut avoir le plus d'impact sur le budget. Quel est le reste à charge de l'étudiant, et est-ce qu'en fonction de ce reste à charge, une aide plus spécifique doit être mise en place? Cette notion de reste à charge n'existe pas jusqu'à présent, et il nous paraît extrêmement important. Dernière remarque sur le système d'aide. On s'aperçoit qu'il y a un déficit de connaissances des étudiants sur les aides, que ce soit les aides en provenance de l'État, que ce soit les aides en provenance des collectivités, ou que ce soit aussi les aides en provenance des établissements quand il en existe. Et on préconise la mise en place d'un guichet unique avec des procédures de simplification pour faciliter l'accès des dispositifs à l'ensemble des étudiants. Un mot, on y reviendra peut-être à travers vos questions. Nous sommes assez réservés et assez prudents sur le système d'emprunt. On sait qu'il peut y avoir une tentation de dire, pour financer non seulement les études, mais tout ce qui participe aux études, à la vie étudiante, un recours à l'emprunt. La mission est assez prudente sur le recours à l'emprunt. Quelques mots sur le logement, qui est évidemment un des aspects importants de la vie étudiante, où on voit bien que, j'allais dire, de gouvernement en gouvernement, on bute sur cette question du logement étudiant et la difficulté de construire un nombre suffisant de logements étudiants. On a évalué le déficit à peu près 250 000 logements, alors évidemment répartis de façon inéquitable sur le territoire. Il y a des zones où les besoins sont plus importants,
territoire national que d'autres. Néanmoins, on voit bien qu'on n'arrive pas à combler ce déficit, et le dernier plan du gouvernement montre bien qu'on est loin des objectifs annoncés en réalisation. Nous préconisons sur les politiques de construction de logements étudiants de fonctionner à partir d'objectifs territorialisés. L'idée est de définir, en partenariat avec les collectivités, pour lequel, sans les collectivités, il ne peut pas y avoir d'effort en matière de construction de logements étudiants. Donc ça doit être fait, bien sûr, en partenariat avec elles, et en particulier, bien sûr, les communes ou les intercommunalités, de définir quels peuvent être les objectifs en fonction des besoins, les objectifs de construction de logements étudiants dans chacun des secteurs géographiques. De même, il y a évidemment tout un tas de réflexions sur il y a la question du logement étudiant, mais il y a les autres modes de logement, d'essayer de faciliter l'accès des autres modes de logement pour les étudiants. On y reviendra peut-être à travers vos questions. Si vous me permettez, Monsieur le Président, encore deux, trois éléments. Désolé de balayer peut-être un peu rapidement, mais le sujet, malheureusement, est assez comme ça divers. Sur les questions de santé, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, et la crise a montré, je pense que tout le monde en est d'accord, sur le fait que l'organisation, l'identification des besoins de santé des étudiants et l'organisation des systèmes de santé autour des étudiants était sans doute est insuffisant. On en a beaucoup parlé à travers le soutien psychologique et l'aide psychologique, avec les mesures notamment prises par le gouvernement pour accroître le nombre de psychologues intervenant auprès des jeunes. Vous savez, les 80 postes créés. Avant ces 80 postes, il y avait un ETP pour 30 000 étudiants. On voit bien, quand on regarde l'organisation, qu'on est sur une organisation qui ne permet pas de couvrir de manière satisfaisante les besoins en termes de santé. Sans vous abreuver de chiffres, juste celui-là, seulement un quart des étudiants auront fréquenté un service, un SUMPPS, un service médical de prévention dans les établissements pendant leur cursus, c'est-à-dire que les trois quarts échappent pendant tout le cursus, c'est-à-dire pas pendant une année, mais pendant tout le cursus, échappent à ces services de médecine mis en place dans les établissements. Quand on regarde juste les BAPU, vous savez, les organisations existantes pour le soin psychologique, évidemment, nous avons été frappés par le faible nombre de BAPU. Il en existe 18 sur le territoire national, et des agglomérations aussi importantes que Toulouse, Bordeaux, Lyon ou Nantes n'ont pas de BAPU sur leur territoire. Alors, il est évident que là-dessus, il y a un effort à faire. Il y a aussi tout un travail, j'y reviendrai peut-être à travers vos questions, à faire en termes de réseau de santé autour des étudiants, qui implique certes les structures dédiées aux étudiants, celles que je viens de citer, mais aussi les autres organisations hospitalières ou médecine de ville. Sur la question du chèque psy mis en place par le gouvernement pendant la crise, nous préconisons que cette mesure soit maintenue, parce que, évidemment, les besoins sont encore très présents. Je passe sur un autre sujet, mais qui est un sujet important, sur la question du travail rémunéré pour les étudiants, la question de ce qu'on appelle les petits jobs, de manière un peu rapide. Évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause l'existence des travails rémunérés pour les étudiants. On sait que dans tout un tas de situations, ça peut être quelque chose de positif par rapport à la poursuite des études, d'avoir un pied dans les études et un pied dans une réalité économique, et puis ça a des compléments de revenus qui sont tout à fait légitimes. En revanche, on attire évidemment l'attention, et on demande une vigilance quand le travail rémunérés mettent en difficulté la poursuite des études. On sait que en moyenne, il y a 40% des étudiants qui ont un job étudiant, au moins qu'ils le déclarent, et que parmi les étudiants, 8% ont une activité, c'est-à-dire quasiment 1 sur 10, on va dire, ont une activité concurrente ou très concurrente, de leurs études. C'est-à-dire un temps consacré à l'activité rémunérés supérieurs à plus de la moitié, supérieurs à un mi-temps, la moitié de leur temps de travail global. Et on sait que c'est un élément déclencheur pour une mise en difficulté, si on peut dire ainsi, du parcours universitaire.
Quand tout à l'heure en introduction, je vous disais que la philosophie de la mission était de travailler davantage sur un suivi personnalisé des étudiants et un accompagnement des étudiants. Typiquement, il devrait y avoir des effets des seuils d'alerte, justement, quand l'importance du travail rémunéré fait que l'étudiant est mis en difficulté dans sa poursuite d'études. Un suivi personnalisé de l'étudiant devrait être instauré, permettant d'abord de voir quels sont les aménagements possibles et aussi dans quelle manière, éventuellement, des aides financières supplémentaires doivent être mobilisées pour permettre à l'étudiant de se consacrer d'abord à la réussite de ses études. Nous faisons un certain nombre de propositions sur l'emploi étudiant, mais là aussi, je passe très rapidement, pour faciliter l'emploi étudiant dans les universités, puisqu'il y a un certain nombre de blocages, notamment à travers le plafond d'emploi, qui fait que des tâches qui pourraient être affectées, qui pourraient être réalisées par des étudiants, des tâches rémunérées qui pourraient être réalisées par des étudiants, sont difficilement mobilisables pour l'instant, et il y a des propositions que nous formulons dans ce sens. Voilà, Monsieur le Président, je sais pas, j'ai certainement oublié des choses, j'en suis désolé, mais l'idée était de balayer rapidement les quelques propositions pour pouvoir avoir un échange, bien sûr, avec vous. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous propose de distribuer la parole dans le sens de la lecture et de commencer par vous, madame, si vous le souhaitez. Pardon ? Est-ce que vous souhaitez Oui. Non. Merci Donc, beaucoup. J'ai le plaisir de commencer par vous en vous donnant la parole. Merci. Alice Bouviala, je suis journaliste à AEF. Vous parliez d'une éventuelle refonte du système de bourse. J'aimerais connaître votre avis sur, et du reste à charge sur la question des profils particuliers de l'étudiant et comment est-ce que, dans le cadre d'une éventuelle réforme, on pourrait prendre en compte de manière plus satisfaisante les revenus, les ressources réelles des étudiants qui ne sont pas systématiquement le reflet des revenus de leurs parents. Donc ça, ce serait une première question. Ensuite, sur la question des services de santé universitaires, actuellement, il y a l'inspection générale qui se penche sur le sujet. Il y a la question éventuelle de faire basculer ce type de service dans les Crous. C'est des questions qu'on entend. Quelle est votre position là-dessus ? Et enfin, pour limiter... je reprendrai peut-être la parole après, mais sur la question du logement des Crous, comment faciliter l'accès au foncier ? Est-ce qu'on peut réfléchir à introduire le logement étudiant à tarification sociale dans la loi SRU, enfin dans les obligations des communes ? Est-ce que vous avez des pistes pour faciliter l'accès au foncier ? Je vous remercie. Merci. Je prends d'autres questions peut-être ? Oui. Je vais prendre d'autres questions, comme ça permettra une réponse plus synthétique. Monsieur, je vous en prie, allez-y. Merci. Martin Le Sénéchal, journaliste pour Newstank. J'avais 4 questions, ça vous va ? Oui, merci. Vous avez parlé d'une crise de l'accompagnement et d'un manque de personnalisation des parcours. Il me semble que c'était pourtant l'objectif fondamental de la loi ORE de 2018. Est-ce à dire que cette loi a été un échec et n'a pas donné les conséquences qu'elle le souhaitait ? Vous avez parlé d'un maillage renforcé des établissements à taille humaine. On sait qu'actuellement, c'est sur ces territoires qu'il manque aussi des infrastructures de vie étudiante, notamment restauration universitaire. Ça a fait l'objet d'une proposition au Sénat et à l'Assemblée. Donc, quid de toutes ces infrastructures ? Et avec l'idée aussi d'un premier cycle renforcé sur ces structures, est-ce que c'est pas faire naître un système universitaire à 2 vitesses ? Est-ce que vous avez eu des retours du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur les différentes propositions formulées ?
Vendredi, la ministre interviendra pour présenter son plan pour la rentrée. Est-ce que vous avez des attentes sur ce plan, puisque le rapport de Françoise Moulin-Civil paru récemment recoupe pas mal de vos propositions, notamment de pérennisation de certains dispositifs de la crise. Et enfin, au niveau financier, beaucoup de mesures que je n'ai pas eu le temps encore de tout regarder. À combien vous chiffrez toutes ces mesures, et est-ce qu'il est temps, comme avec la recherche, de faire une loi de programmation de l'enseignement supérieur? Merci. Ouais. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole. Alors, quelques éléments de réponse, puis bien sûr le président et les autres sénateurs membres de la mission, s'ils veulent intervenir, qu'ils ne s'en privent pas. Bon, sur le refond du système de bourse, sur les profils particuliers, c'est pour ça qu'on met en avant cette notion de reste à charge. C'est parce que effectivement, il y a un problème d'identification des étudiants le plus dans les besoins, dans la difficulté, et que on le sait, il y a des éléments comme le logement, évidemment, mais aussi l'appui ou pas de la famille, dans l'appui réel ou pas de la famille pour les études, qui sont des éléments importants. C'est pour ça que nos propositions, il y a deux éléments qui peuvent répondre, nous semble-t-il. C'est la notion de reste à charge, vraiment définir à la fin qu'est-ce qui reste à l'étudiant, est-ce qu'il est dans une situation où il est en difficulté financière ou pas, et deuxièmement, un accompagnement par l'établissement lui-même. Parce que cette question financière, elle est aussi à prendre en compte par rapport à la conduite de son parcours universitaire. Dans quelle mesure la charge de travail liée au travail rémunéré, dans quelle mesure les difficultés qu'il rencontre sur le plan de sa vie courante vont impacter ou pas son parcours, et du coup, comment on ajuste ça. Et ça ne peut être fait. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur cette notion d'individualisation et d'accompagnement individuel. Ça ne peut être fait qu'au niveau de l'établissement lui-même. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment, mais sur la question des services de santé, et basculement dans les Crous. Bon, il ne nous a pas semblé que c'était une préoccupation, une demande majeure, notamment des acteurs de santé. Aucun ne l'a formulé en tant que tel. On a organisé, ici même d'ailleurs, une table ronde avec quelques acteurs de santé. C'est pas le besoin le plus évident, enfin le plus criant qui est venu à l'esprit. Je pense que il y a certainement une réflexion à renforcer certains moyens, et certainement une réflexion sur, et ça c'est venu à plusieurs reprises, sur structurer un système de santé autour des étudiants, en impliquant les autres acteurs du système de santé. Je parlais des hôpitaux et de la médecine de ville, qui sont à notre avis plus importants et prioritaires que cela. Sur la question du logement, vous parlez de faciliter l'accès au foncier, ce qui est une vraie problématique. Vous avez tout à fait raison. On sait que ça peut... D'abord, il peut y avoir du foncier existant et parfois du foncier qui est bloqué. C'est pour ça que on a introduit cette notion de territorialisation, qui suppose, parce que cet objectif territorialisé ne doit pas être imposé aux collectivités, mais il doit être discuté avec les collectivités, c'est-à-dire de voir comment concrètement telle ou telle commune ou tel EPCI peut remplir un objectif de construction de logements étudiants. C'est là-dessus qu'on peut éventuellement, quand les situations de blocage de foncier sont dues plus à des comportements prudentiels qu'à des problèmes de propriété, c'est comme ça, à notre avis, qu'on peut avancer. C'est dans un dialogue entre État et collectivités sur des objectifs partagés. Vous disiez par rapport à la loi SRU, le logement étudiant peut rentrer en compte, le logement social étudiant rentre en compte dans le calcul de la loi SRU, donc il n'y a pas une difficulté à ce niveau-là. Je fais une petite parenthèse, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est important. Nous engageons dans quelques heures le débat sur la loi 3DS, vous savez, sur la loi de décentralisation. Il n'y a rien sur l'enseignement supérieur.
C'est évidemment quelque chose qui est à noter, que nous avons noté. Et quand on insiste sur l'idée de dire qu'il faut impliquer les collectivités dans l'enseignement supérieur, parce qu'elles sont demandeuses, un certain nombre sont demandeuses, on voit bien que ce n'est pas actuellement, en tout cas, l'état d'esprit. Monsieur, vous posiez la question sur la loi LRE et le fait qu'il y avait déjà ces notions d'accompagnement qui apparaissaient dans la loi LRE. Est-ce qu'on peut en déduire que la loi LRE est un échec? Alors, je n'irai pas jusque-là, j'ai oublié de le dire, et votre question m'y fait penser. Parallèlement à notre mission, la commission culture, éducation, communication du Sénat avait confié une mission à deux rapporteurs qui sont ici, parce qu'ils sont également membres de la mission, Céline Boulay-Espéronier et Bernard Fialaire, sur la CVEC, qui était un des dispositifs, en tout cas un dispositif financier, pour financer un certain nombre de dispositifs liés à la vie étudiante. Je laisserai s'exprimer, bien sûr, s'il le souhaite, mais j'allais dire heureusement qu'il y a eu la CVEC ces derniers mois, puisque, de mémoire, vous me corrigez si je me trompe, mais il y a 230 millions qui ont été affectés sur les 2 dernières années par la CVEC aux établissements d'enseignement supérieur. Et on l'a vu à travers les visites de terrain que nous avons organisées, ça a été utile. Il y a un vrai enjeu, on y reviendra, et le rapporteur des crédits budgétaires, il est déjà très attentif, mais vous savez que cette CVEC est plafonnée à 140 millions et que je crois que nous sommes à 139 millions cette année. Donc on va buter, si ce n'est déjà fait, rapidement sur le plafond. Il faudra faire sauter le plafond parce qu'il n'y a aucune raison que cet argent ne revienne pas aux établissements d'enseignement supérieur. Après, voilà, plus spécifiquement pour la loi LRE, après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour nous, l'essentiel des efforts faits ces dernières années ont été sur de l'accueil quantitatif et pas assez qualitatif. Voilà. Donc, ça répond en partie à votre question. Sur les établissements à taille humaine, alors sur la question de la restauration universitaire, vous avez tout à fait raison. Effectivement, dans les villes moyennes, le Crous est très organisé autour des grands pôles universitaires et on le voit bien. Dans les villes moyennes, il y a des trous dans la raquette ou des insuffisances de couverture. Il y a aussi des solutions qui ne sont pas assez mobilisées, des partenariats qui peuvent exister, notamment avec les collectivités locales, pour que les étudiants dans ces villes aient accès à des systèmes de restauration collective à des prix, évidemment, qui sont ceux du Crous. Et on préconise, je crois même que le rapporteur a déposé un amendement dans 3D, le président, pardon, a déposé un amendement dans 3DS sur ce sujet-là. Donc il y a possibilité. On a voté ici au Sénat il y a quelques jours une PPL sur le ticket restaurant justement dans ces zones-là. C'est-à-dire que vous avez raison sur le constat, mais c'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire qu'il y a des solutions possibles qui peuvent être favorisées. Est-ce qu'il y a un système à 2 vitesses? Est-ce que ça introduirait un système à 2 vitesses? Est-ce qu'il y a déjà un système à 2 vitesses pour là où ça existe? Est-ce que ça, si on le développait, introduirait un système à 2 vitesses? Je ne sais pas, mais ça part du postulat de dire qu'on réussit plus ces études, ou on réussit mieux ces études quand on est dans des grands pôles universitaires que quand on est dans des pôles plus restreints. Voilà. On ne partage pas ce postulat. Donc on ne formule pas la question dans cette manière, parce que, et les chiffres d'ailleurs, c'est un point qu'on a vérifié, hein, les chiffres en termes de réussite, en tout cas au premier cycle, montrent qu'il n'y a pas de distinction à opérer selon que vous avez fait, je ne sais pas moi, vos études à la Sorbonne ou que vous avez fait vos études à l'Institut Champollion à Albi. Je ne me trompe pas cette fois-ci. En revanche, ce qui est important, mais on a moins d'inquiétude là-dessus ces dernières années, c'est que l'accès au master n'introduise pas une distorsion selon que vous aviez fait vos études à la Sorbonne ou à Champollion, pour reprendre mon exemple. Mais c'est un autre sujet, mais c'est un sujet connexe. Mais on est plutôt, on va dire plutôt rassuré sur ce plan là-dessus. Bon, quelle a été la réaction de la ministre à nos propositions? Il n'y en a pas encore eu parce que c'est vous qui en avez la primeur. Donc on ne l'a pas encore officiellement présenté à la ministre. On a auditionné la ministre
il y a quelques jours. Bon, écoutez, on va attendre les propositions sur son plan de rentrée. Bon, on a entendu les déclarations du président de la République il y a quelques semaines annonçant une réforme des bourses. On attend aussi les propositions. Donc, nous serons attentifs à ce qui peut être annoncé dans les semaines à venir. Bon, nous, on s'inscrit d'ores et déjà dans le débat et puis on a des propositions à travers notre rapport. Et puis, ça sera bien sûr dans le dialogue qu'on confrontera à la fois nos propositions et celles du gouvernement. Alors, sur le coût des mesures, bon, on n'a pas chiffré, très honnêtement, on n'a pas chiffré nos mesures. Je ne suis pas sûr qu'elles soient très coûteuses. En revanche, je voudrais attirer votre attention sur un point qui me paraît important et j'ai oublié de le dire en introduction. Tout à l'heure, je vous disais que la démographie étudiante, vous le savez tous puisque vous suivez ces questions, nous sommes encore, nous avons connu et nous sommes encore dans une croissance démographique étudiante avec en moyenne, on va dire, 25 à 30 000 étudiants nouveaux. On sait, tout le monde le sait, que cette croissance, elle n'est pas éternelle. Enfin, il y a un moment, elle va se stabiliser, elle va même décroître. C'est le principe même des cycles démographiques. Alors, difficile de savoir quand est-ce, parce que les données sont un peu imprécises sur ce sujet. Est-ce que c'est en 2023, 2025? En tout cas, c'est à brève échéance. Un des enjeux principaux, et c'est pour ça que ce rapport est important, notamment dans la perspective des débats budgétaires des lois de finances, c'est que on veut absolument pérenniser les moyens existants actuellement. Une forme de les maintenir. On sait que la tentation sera grande, notamment à Bercy, de dire il y a moins d'étudiants, on va diminuer certains dispositifs existants. Au contraire, il va falloir maintenir, à défaut de les accroître, si on peut les accroître, tant mieux pour des raisons budgétaires, mais si le contexte ne s'y prête pas, de les maintenir pour pouvoir faire en sorte que le montant moyen par étudiant soit en augmentation. Et notamment pour ce qui est des bourses, quand on dit qu'il faut travailler sur une révision assez générale du système de bourse et une réallocation à destination des étudiants qui en ont le plus besoin, c'est bien sûr par un maintien de... Et puis par ailleurs, c'est important aussi l'implication entre établissements d'enseignement supérieur et collectivités. On le sait, il y a des collectivités qui sont prêtes à accompagner leurs établissements, que ce soit sur le plan d'un certain nombre de politiques d'accompagnement, sur le logement, sur la restauration, je le citais tout à l'heure, ou sur des dispositifs sociaux, mais y compris sur l'entretien des bâtiments. On essaye depuis quelques semaines en vain, mais enfin bon, un jour ça passera, d'autoriser la création des SPL, des sociétés publiques locales, dans lesquelles collectivités et établissements d'enseignement supérieur puissent ensemble gérer et entretenir des parcs de bâtiments. Mais si on le suscite, c'est pas pour l'imposer aux collectivités, mais c'est parce qu'on sait que certaines collectivités sont demandeuses. Et dans ces cas-là, évidemment, du coup, il y a aussi des moyens financiers qu'elles pourront apporter. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais juste ajouter un mot en tant que président pour vous dire que les conclusions, les préconisations de ce rapport ont fait l'objet d'un très fort consensus de notre commission, du début de la mission d'information, il y a 3 mois, jusqu'à aujourd'hui. Et que, à titre personnel, je n'aurais pas voté un rapport qui préconise l'instauration d'un système universitaire à 2 vitesses. Pour reprendre l'exemple d'Albi, il n'y a pas Albi qui est en Pro D2 et Toulouse en Top 14. Là, il y a un seul championnat dont l'objectif est de permettre à tous les étudiants, quels qu'ils soient, d'accéder au service public de l'enseignement supérieur et de les accompagner le plus haut possible dans leur cursus. Ce que nous a dit la présidente de l'Institut universitaire Champollion à Albi, c'est qu'elle accueillait des étudiants qui, sans son université, n'auraient jamais eu l'idée de frapper à la porte de Toulouse, parce que pour eux, c'est la grande ville, c'est la métropole, c'est beaucoup trop loin. Et parmi ces étudiants, il y en a qui ensuite font des parcours universitaires tout à fait exceptionnels ailleurs.
Elle a conscience que Albi arrive à assurer la totalité du premier cycle, que contrairement à Toulouse, elle ne pourra pas offrir des cursus dans tous les domaines, mais en revanche, elle considère que sur certaines niches pédagogiques, Albi peut parfaitement être à un niveau national élevé sur des choses très déterminées. Donc ce qu'il faut jouer, c'est la complémentarité entre les différents systèmes. Ce qu'on souhaitait dire, et je me permets une formule un peu facile, c'est que il faut penser plus le local et un peu moins le global. C'est-à-dire oublier un petit peu les classements internationaux, dont un certain classement promu en Chine, pour se réinvestir sur les enjeux locaux. Voilà. Ça fait sans doute trop longtemps qu'on ne pense l'enseignement supérieur français que dans un système où il faudrait porter les 5 meilleures universités françaises à un sommet reconnu internationalement. Il faut, comme le disait très justement le rapporteur, repenser l'université dans le cadre de l'aménagement du territoire, en n'oubliant pas, et c'est important, parce que ça fait plusieurs fois que les collectivités, elles nous le disent, qu'elles ont un intérêt immense dans leur relation avec les universités, à la fois pour aider leurs étudiants, mais aussi parce qu'elles trouvent dans les universités des compétences qu'elles ont besoin pour porter leur politique publique. Et c'est quelque chose qu'on a oublié, cette interaction forte. Voilà. Merci. Je peux continuer à donner la parole aux journalistes ? Allez-y. Bonjour, Naïm Saki d'Humanité. J'avais 2 questions. Premièrement, sur les profils des personnes et des associations, organisations que vous avez rencontrées, quelles sont-elles? Et est-ce que la question du salaire ou du revenu étudiant, qui est l'une des revendications de nombre d'organisations de jeunesse, a été posée, et quelle est votre réflexion là-dessus? Merci. Je vais passer la parole à Marie-Christine Corbier du journal Les Échos, qui est en visioconférence. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y, madame. Bon, c'est parfait, ça fonctionne super bien. Je voudrais revenir sur quelque chose qui a été évoqué à la fois par Laurent Lafont et par M. Ouzoulias. C'est sur le volet aménagement du territoire et l'organisation des grands pôles universitaires. Est-ce que c'est ce que vous préconisez et pas un peu illusoire avec la crise et le développement du numérique qui conduisent de plus en plus d'établissements à partager un bureau de la scolarité, à avoir un système de gestion de salles commun à plusieurs écoles ou plusieurs établissements. Et tout ça, j'allais dire, alimente justement le fait d'être avec d'autres sur un même site physiquement, et donc alimente les gros pôles. J'ai en tête ce qui s'est passé à Cholet, où des établissements ont quitté Cholet pour rejoindre Angers, par exemple. Donc, est-ce que, malgré vos préconisations, il n'y a pas quelque chose, une sorte de contre-vague, j'allais dire, avec la crise du Covid et donc le développement du numérique et de toute l'hybridation et tout ce qui va avec, qui va à l'encontre de cet aménagement du territoire et donc qui renforce de fait la constitution des grands pôles. Voilà. Je vais prendre encore une question, peut-être. Allez-y, monsieur. Non. Il ne me voit pas. Oui. Est-ce que vous auriez une question à poser? Non. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui veulent poser des questions? Allez-y, madame, allez-y. Oui, c'est 2 petites questions. J'ai vu que vous proposiez de pérenniser le ticket rue à 1 €. Mais pourquoi seulement pour les étudiants boursiers, alors que avant la crise, c'était un des tarifs qui était universel au niveau des Crous? Et aussi, j'ai compris que vous vouliez un portail et un guichet unique sous forme de portail pour avoir accès à ces aides. Est-ce que finalement ça n'existe pas déjà à travers la plateforme Un jeune, une solution, où on a un petit questionnaire? Et est-ce qu'il n'y a pas des solutions humaines aussi à aller chercher en termes de recrutement d'assistants,
d'assistantes sociales dans les universités et dans les Crous. Et peut-être en fait une troisième question. J'ai compris que vous vouliez que les collectivités puissent jouer un rôle plus important, notamment dans le logement. On voit qu'il y a un problème de lisibilité des aides parce qu'il y a différents acteurs à différentes échelles qui sont dans le milieu de la vie étudiante. Est-ce que ça ne va pas rajouter de la complexité dans l'accès au logement étudiant, là où le Crous était identifié comme l'acteur principal pour trouver une chambre en CTU? Pour vous montrer que le travail d'équipe dans cette mission n'est pas un vain mot, j'ai envie de demander à Sonia de la Provôté de répondre à la question de Madame Corbier sur les petits pôles universitaires, les grands pôles, la métropolisation, parce que je sais qu'elle a d'excellentes idées, et puis elle habite Caen, et Caen, c'est vraiment un très bon exemple d'université à taille moyenne où il y a un accompagnement. Juste avant de lui donner la parole, moi j'ai enseigné à Nanterre, Université de Nanterre, Université de Paris 1, et ça fait quelque temps. Je me souviens avoir toujours dit à mes étudiants, mais qu'est-ce que vous faites en région parisienne? Qu'est-ce que vous faites là? Regardez les moyens matériels dont vous disposez, regardez le taux d'encadrement dont vous disposez. Sincèrement, vous seriez beaucoup mieux à La Rochelle, à Caen, etc. Et je suis désolé, mais ce constat, il n'a pas changé, bien au contraire. Bien au contraire. Ce que j'aimerais dire, parce que ça ne se sait pas, mais le taux de réussite à l'Institut universitaire Champollion d'Albi, c'est parmi les 5 meilleurs de France. Donc si on considère aujourd'hui que ce qui fait une bonne université, c'est une université qui vous accompagne dans un parcours de réussite, là, le classement devrait donner une note exceptionnelle à Albi. Voilà, j'en finis là. Sonia, tu peux peut-être répondre? Merci beaucoup. C'était pas tout à fait le... Bon. Oui, en fait, dans les auditions, a été quand même mis en évidence l'évolution des méthodes d'enseignement, puisque ce que nous traversons à la fois mis en lumière l'intérêt et la qualité potentielle et réelle de l'enseignement en distanciel, a mis en lumière le fait qu'un certain type d'enseignement en présentiel n'avait pas forcément une valeur ajoutée dans l'accompagnement des étudiants, et notamment les enseignements en hémicycle à très grand effectif, où l'interaction individuelle était plutôt amoindrie, et surtout une demande importante et croissante, et notamment c'est ce qui est vraiment repris dans le rapport et qui a été appuyé par le rapporteur, cette notion de l'accompagnement individualisé qui est valable autant pour la vie étudiante que pour la qualité de l'enseignement, et notamment beaucoup d'interlocuteurs ont mis en valeur les enseignements dirigés, les travaux dirigés, et la nécessité finalement de démultiplier ces opportunités de relations ultra qualitatives entre l'enseignant et les besoins de l'étudiant. Ce qui interpelle sur la façon dont on doit désormais concevoir les enseignements, cette part du distanciel et du présentiel. Et je crois que c'est vraiment bien relevé dans le rapport. Si on a à faire un bilan de tout ça, c'est qu'il faut laisser une place au distanciel, à l'enseignement numérique, dans sa part franchement qualitative, parce que là où ça a été réussi dans les établissements, et on l'a bien vu clairement, c'est une dimension importante. Et pour le coup, ça laisse justement une grande opportunité aux sites déconcentrés, et aux sites qui ne sont pas les sites métropolitains ou les grands sites universitaires, parce que ça veut dire que dans des sites déconcentrés de plus petite taille, certes, on n'a pas accès aux grands amphis, mais on y a accès autrement à ces cours-là, et pour le coup,
on a accès plus facilement à l'enseignement individualisé, aux enseignements dirigés, aux travaux dirigés qui sont plus en proximité de chez soi, donc plus confortables aussi pour l'étudiant et dans sa disponibilité personnelle pour acquérir des compétences. Et donc, c'est vrai que cette politique des sites déconcentrés avait été une politique mise en œuvre il y a de nombreuses années, qui, pour des raisons budgétaires, depuis un certain nombre d'années, avait tendance à considérer que non, il fallait tout centraliser. Aussi pour des raisons de visibilité internationale des sites où on concentrait les étudiants, le nombre d'étudiants, les chercheurs, les enseignants et les publications, et tout ça allait dans le même sens. Et qu'en réalité, ce qu'on vient de traverser montre qu'on peut faire aussi ça en n'étant pas forcément sur place et avec probablement une plus grande qualité, parce que plus d'accompagnement personnalisé et de capacité pour l'étudiant lui-même à pouvoir se réaliser plus personnellement dans ce qu'il fait. Merci Sonia. Monsieur le rapporteur, puis après je demanderai à Christian d'ajouter un point aussi. Monsieur le rapporteur. Merci, oui, quelques éléments de réponse par rapport à vos questions sur quai restaurant à 1 euro. Alors effectivement, on préconise un maintien pour les étudiants boursiers. Pourquoi pas pour l'ensemble des étudiants? D'abord parce que ce n'est pas forcément nécessaire pour l'ensemble des étudiants. Et puis surtout, il y a une dimension financière et budgétaire auquel on ne peut pas échapper par rapport au CROUS. On a évidemment auditionné la présidente du CNUS et on a travaillé avec plusieurs CROUS dans le cadre de cette mission. La mesure a un impact, elle était nécessaire bien entendu, mais en période de crise, mais elle a un impact financier réel sur les équilibres financiers des CROUS. Et donc, c'était une mesure d'exception et on va rentrer, on l'espère tous, dans un rythme plus normal. Donc, elle nous paraît être intéressant d'être prolongée par rapport aux étudiants boursiers, mais pas forcément généralisée quand on sort de la période exceptionnelle du Covid. Par rapport au logement et le rôle du CROUS, certes, le CROUS est l'acteur principal et doit le rester, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais en revanche, et peut-être que la meilleure réponse est dans la situation actuelle, c'est-à-dire quand je vous disais qu'il manque 250 000 logements, ça veut bien dire qu'on n'a pas répondu dans l'organisation actuelle à tous les besoins. Donc il y a nécessité aussi de ne pas se cantonner à un seul acteur, d'accompagner cet acteur, il fait un bon travail, mais de ne pas se limiter à un seul acteur et d'essayer de multiplier ce qui compte, c'est d'arriver à sortir ces logements et aussi d'avoir une information, parce que je crois que c'était le sens de votre question. La question, c'est comment l'étudiant a accès à l'information. C'est là où c'est des notions de guichet unique. J'ai oublié de le dire, mais c'est important parce que plusieurs sénateurs insistent là-dessus à juste titre. C'est qu'il y a nécessité de profiter, entre guillemets, je ne trouve pas le bon terme, mais vous m'en excuserez, de la phase d'inscription et d'accueil, où un certain nombre d'informations essentielles pour l'accompagnement de l'étudiant dans son parcours universitaire peuvent être données. Et il y a quelques expériences, on en a vu, qui sont tout à fait positives en la matière, où soit lors de l'inscription, soit lors des premières journées d'arrivée à l'université, il y a un temps d'information qui est organisé. Et c'est vrai que c'est aussi par ces temps-là que ce type d'information peut être établi. Je voudrais citer, pardon, mais sur cette question de l'ancrage territorial, parce que Monsieur le Président rappelait que parfois que son expérience personnelle est toujours intéressante dans le sens Paris-Province. Nous avons essayé aussi, alors bon, on ne peut pas se généraliser une expérience, un cas bien entendu, mais c'est aussi des sources d'inspiration. On a auditionné une université parisienne qui est sur un cursus d'orthoptie qui envoyait pour les stages, avec un partenariat avec les collectivités en l'occurrence, leurs étudiants à Nevers, ce qui correspond en plus au besoin de couverture médicale dans un certain nombre de zones. Et on voit, parce que maintenant c'est un partenariat qui s'inscrit dans le temps, c'est aussi une vraie réussite. Donc on peut trouver de nombreux exemples de réussite. Tout à l'heure, vous parliez, excusez-moi, un peu
je reviens un peu en arrière, mais vous parlez de l'université à deux vitesses. Ça peut être aussi... les universités de province peuvent être en avance sur plein de sujets. On parlait de La Rochelle parce que c'est un bel exemple de réussite. J'ai beaucoup insisté sur les premiers cycles, c'est vrai, mais il y a aussi des seconds cycles et des troisièmes cycles. L'université de La Rochelle, alors évidemment, chaque territoire a ses spécificités, ses atouts, ses caractéristiques, a des masters de premier plan. En matière de sciences de l'environnement pour tout ce qui est géographie appliquée à la gestion des littoraux ou en matière de tourisme et d'ingénierie littorale. Là, on voit bien qu'il y a une espèce de... Je n'ose pas utiliser le mot cluster parce que ça va faire peur à tout le monde, mais de phénomènes, oui, c'est ça, oui, de phénomènes qui jouent très positivement entre l'établissement d'enseignement supérieur, là où les collectivités, et puis le tissu d'entreprise qui peut permettre de créer un vrai cluster de formation et d'emploi qui soit très favorable aux étudiants. Christian Redon-Sarrazy, qui est sénateur de la Haute-Vienne, donc qui connaît bien le cas d'une université de seconde zone, Limoges. Seconde zone, oui. Et j'apporterai un complément, en vous remerciant tout d'abord, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, de la qualité à la fois des propos et du travail que vous avez conduit. On parle de territorialisation, mais attention, il y a, je dirais, différentes situations. On évoque l'Institut Champollion d'Albi, l'Université de La Rochelle, ce sont des établissements de plein exercice, autonomes budgétairement, etc. Mais on a aussi beaucoup d'universités qui ont délocalisé essentiellement des formations de premier cycle, ou que ce soit technologique ou généraliste. J'étais effectivement directeur de NIUT dans l'Université de Limoges, mais j'avais 6 sites différents. Monsieur le rapporteur, vous l'avez évoqué, quelques difficultés quant au montage et au soutien des collectivités territoriales avec lesquelles nous étions partenaires, notamment eu égard aux compétences. Et vous l'avez rappelé, la loi 3DS n'aborde ni le problème des étudiants, ni le problème de l'enseignement supérieur. Or, tout ce que nous évoquons, au final, ça devient une histoire de moyens, souvent, et de capacité. Les régions, on connaît leurs compétences pour accompagner. Il y a un petit trou dans la raquette, puisque c'est ville ou métropole, mais les agglos n'ont pas la compétence, enseignement supérieur. Donc, l'architecture est complexe. Il est nécessaire de territorialiser, mais je crois qu'il faudra aussi qu'on aille plus loin dans l'accompagnement et dans les outils qu'on pourrait donner à ces territoires pour justement porter les formations. Et un autre petit point que vous avez évoqué, effectivement, la prochaine annonce de la ministre, j'espère que ça ne sera pas que des annonces post-Covid, j'espère qu'on va rentrer dans le post-Covid, qu'on n'aura pas de 4e vague, ce qui serait une catastrophe. Mais vous l'avez rappelé en propos préliminaires, vous aviez souhaité cette mission avant le Covid. Je crois que le problème, il est antérieur au Covid, donc il ne faudrait pas que les réponses apportées dans les prochaines semaines ne soient que des réponses à la situation post-Covid, parce que je crois qu'il faut des réponses à des questions qui étaient antérieures à la situation Covid. Merci, chers collègues. Alors, nous devons siéger dans l'hémicycle à 15h pour les questions d'actualité, donc il nous reste un quart d'heure, 20 minutes environ. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui, allez-y. Merci. Une dernière question. Vous l'avez noté au début, la présence ici de nombreux sénateurs, voire de la totalité de la mission d'information, preuve de leur implication jusqu'au bout de cette mission. Vous avez également parlé d'un consensus sur le rapport et d'une adoption à l'unanimité. Est-ce que c'est quelque chose de rare? Est-ce que c'est lié au sujet de la vie étudiante et précisément? Et est-ce un signe positif pour un portage politique plus important des recommandations par la suite? Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou prises de parole? Oui, madame, allez-y. Oui, sur le système de bourse, est-ce que le reste à charge, est-ce que la bourse décentralisée, le terme est dans votre document, ce serait aussi prendre en compte le coût du logement dans la région et adapter les aides? D'accord. Non, c'était juste ça. Merci, monsieur le rapporteur.
Bon, pour répondre à votre première question, monsieur, sur le consensus, bon, c'est pas exceptionnel au Sénat d'avoir un consensus, mais c'est loin d'être systématique. Et on pouvait imaginer que sur un sujet comme ça, qui est un sujet un peu sensible actuellement, que ce consensus ne se dégage pas si facilement. Je dois avouer que monsieur le Président insiste là-dessus, mais il a raison. Tout au long des auditions, on ne les a pas récapitulées, mais on a fait de nombreuses tables rondes, on a auditionné de nombreux intervenants dans la diversité des secteurs concernés par cette mission. Très honnêtement, à la fois sur le diagnostic et sur les propositions, ce consensus s'est fait, j'allais dire, naturellement, et c'est tant mieux. Et évidemment, vous avez raison de le souligner, pour la suite, c'est important, parce que comme le disait à fort juste titre Christian Renaudon-Sarrazy, ce qui est important, c'est quand on sera sorti de la crise du Covid, que les difficultés des étudiants qui ont été mises sur la place publique, si on peut dire ça comme ça, enfin, il y a une prise de conscience collective des difficultés avec le Covid, surtout que les politiques publiques suivent au-delà de la période de crise sanitaire. Et c'est là où, évidemment, nous aurons besoin d'intervenir tous ensemble, qu'il y ait une dimension législative ou non, qu'il y ait une dimension budgétaire ou non, à travers la loi de finances rectificative en particulier. Sur la prise en compte du coût du logement, oui, bien sûr. C'est pour ça cette notion de reste à charge dans les postes de dépenses principaux. Il y a le coût du logement, et si vous avez un loyer de 200 €, c'est évidemment pas du tout la même chose que si vous en avez un de 600 €, l'impact en termes de pouvoir d'achat et de ce qui reste à la fin du mois. Donc c'est aussi pour ça qu'on insiste sur cette notion de reste à charge, parce que le coût du logement est un élément très différenciant sur la situation financière des étudiants. De même, il faut bien le reconnaître aussi, que le soutien de la famille est un élément aussi très différenciant. Oui, sur le reste à charge, le Sénat a fait réaliser en interne, par un service ici, une analyse comparative des différents systèmes de soutien à la vie étudiante dans le monde et en Europe. Et par exemple, dans le système allemand de distribution des bourses, le reste à charge est quelque chose qui est parfaitement intégré et qui permet d'ajuster en fonction de la situation des territoires le montant de la bourse. Donc, c'est pas une utopie, c'est des choses qui se pratiquent déjà ailleurs. Sur le logement étudiant, moi j'aimerais vous faire part de mon expérience de sénateur des Hauts-de-Seine, ou dans deux villes qui sont d'ailleurs de couleurs politiques différentes. Sceaux, avec son maire Philippe Laurent, et puis Nanterre, avec son maire Patrick Jarry. Ce sont deux villes universitaires où les deux maires ont une forte appétence pour le logement social. Et ce qu'ils souhaiteraient, pour le logement étudiant, évidemment, qui est un logement social, ce qu'ils souhaiteraient, c'est que le logement étudiant soit un élément de la construction de la ville avec les universités. Ils estiment, notamment à Nanterre, que le grand campus avec des barres de logements étudiants, c'est sans doute quelque chose qu'il faut dépasser, qui a rendu un service indéniable, mais qu'il faut dépasser aujourd'hui. Et ce qu'ils souhaitent, eux, c'est plutôt l'installation dans des quartiers, là où ils ont la maîtrise du foncier, de petites unités de logement qui permettent de ranimer des quartiers, d'intégrer aussi les étudiants à la vie sociale pour créer une interaction forte. Donc, ils souhaiteraient être associés aux politiques nationales du logement, parce que pour eux, c'est un instrument fort de leur vision urbanistique de leur ville. Et ça, c'est des choses qu'on doit absolument permettre. Le plan gouvernemental, qui est, on l'a dit, pas une grande réussite, n'avait pas cette vision territoriale. On voit bien aujourd'hui qu'elle est devenue absolument essentielle, notamment après la crise, parce que là où les étudiants ont le mieux résisté à la crise, c'est là où ils étaient intégrés dans un tissu social très fort,
qui a pu les prendre en charge. La grosse difficulté, c'est les étudiants qui ont eu beaucoup de mal à continuer à vivre leurs relations sociales dans leur grand campus. C'était sur le point que je voulais ajouter par rapport au logement. Sincèrement, je pense que c'est quelque chose de capital. On est en train tout doucement de repenser la relation de l'université à la ville, au territoire et aux collectivités. Et je crois que c'est un élément majeur de cette mission. Voilà. Monsieur le rapporteur. Oui, pour prolonger la réflexion, parce qu'elle est effectivement très importante, on a reçu à plusieurs reprises l'association des villes universitaires, l'association en tant que telle, et puis des villes membres. Et ils nous ont souligné aussi que les universités, les lieux dans les universités, que ce soit les amphis, pouvaient servir comme des lieux de vie pour l'ensemble de l'activité municipale. On peut très bien organiser, c'est le cas d'ailleurs, dans un certain nombre d'endroits, des concerts dans un amphi, des concerts qui ne soient pas réservés exclusivement aux étudiants, mais qui rentrent dans le cadre d'une politique municipale de spectacle vivant. Donc l'interaction entre le lieu d'enseignement universitaire et la ville, il peut être très marqué, très fort, à travers le logement, comme dit le président, mais aussi dans les différents sites culturels, sportifs. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, ou on peut s'en tenir provisoirement là, avant de futurs épisodes sur la vie étudiante organisée par le Sénat? Bon, écoutez, je propose de clôturer cette conférence de presse en vous remerciant vivement pour votre participation